Depuis en fait qu'on a eu l'accès à GPT-4, ça a été assez game changer. C'est hallucinant, en 3 clics, j'ai une séquence de 2 jours de taf. Ça, tu vois, ça marche très bien, c'est très rapide et c'est beaucoup plus performant que Google. Vous avez un modèle GPT-4 en interne que vous avez train sur du sales. Que nous, tu vois, on a quand même des dizaines et dizaines de milliers d'utilisateurs. Donc 3 options. Soit on arrête de parler et je vous enlève, soit j'envoie votre adresse IP aux équipes de développeurs pour vous bannir, soit vous vous excusez et on reprend sur une autre conversation plus tard. Bonjour à tous, aujourd'hui on enregistre le premier épisode de Almost Human, c'est le podcast qui va parler de l'IA et de la création de contenu autour de tous ces métiers-là. On va accueillir des consultants, on va accueillir des chercheurs, on va accueillir des entreprises et des entrepreneurs qui travaillent sur et avec l'IA. Et aujourd'hui, je suis ultra fier et ultra ému d'accueillir pour le premier invité Guillaume Moubèche. Bonjour Guillaume, ça va ? Salut JB, ça va et toi ? Super bien. Je te laisse te présenter rapidement. Du coup, moi je m'appelle Guillaume Moubèche, je suis fondateur de l'Empire, qui est une boîte qui développe des logiciels pour aider les entreprises à se développer et à trouver leurs futurs clients. Un de nos projets phares et assez connus, c'est l'Emlist, qui est un outil de prospection multi-channel et qui permet du coup aux équipes commerciales de prendre des rendez-vous avec leurs futurs clients. On a lancé ça en 2018, donc ça va faire 5 ans. Et aujourd'hui, du coup, on a été valorisé à plus de 150 millions. On est une équipe d'environ 90 personnes. On est présent dans plus de 90 pays. On fait plus de 20 millions d'ARR. Ça grossit vite. Trop cool. Plein de Bravo. choses, plein de projets. Je sais pas comment tu tiens mentalement. Du coup, aujourd'hui, on va vraiment spécifier sur l'IA, même si j'adorerais parler avec toi de tous les sujets du monde. Pour l'IA, je voudrais que tu me présentes, parce qu'il faut savoir que l'Emlist vient de sortir sa version 2.0 et je suis évidemment dans la liste d'attente des 8000 personnes qui attendent la génération de campagne assistée par IA. Ouais. Donc, je fais juste le petit topo, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en fait, l'Emlist, ça va permettre de créer des séquences de DM, mailing et de prospection automatisée. Et donc, à l'échelle 100 personnes, on peut effectivement avoir de la main-d'œuvre manuelle pour écrire un peu de la personnalisation. Et c'est super facilité par déjà l'Emlist. Mais avec l'IA, on peut soit enlever totalement ce manuel, soit partir sur des échelles de folie. Et donc, on attend la permission d'entrer sur l'Emlist 2.0 avec les campagnes IA pour pouvoir générer automatiquement des textes, aller faire des requêtes, peut-être à l'instar de AutoGPT qui va faire des queries web pour aller chercher des infos spécifiques, genre « Salut X, j'ai vu ton dernier épisode de podcast, titre du dernier épisode du podcast », des trucs qui ne sont pas forcément faisables sans trop de main-d'œuvre, quoi. Ouais, en gros, aujourd'hui, si tu reprends un peu le process, tu vois, pour peut-être de donner un peu le contexte de pourquoi on a décidé de bosser là-dessus depuis un peu plus d'1 an. En gros, aujourd'hui, quand tu reprends le job que fait un sales, dans un premier temps, il va devoir savoir qui est sa cible. Donc, en général, tu te bases sur tes clients existants. Et vu que tes clients existants, ils payent et ils sont contents, tu vas te dire, pour trouver des nouveaux clients, je vais prendre des gens qui ont les mêmes caractéristiques. Donc, ça va être taille de boîte, chiffre d'affaires, poste dans la boîte. Donc, par exemple, tu peux te dire, moi, je cible les chefs marketing de boîtes de plus de 200 personnes dans l'IT. Okay. À partir de ça, du coup, le SDR, en général, c'est le job. Donc, SDR, BDR, donc en gros, c'est l'équivalent d'un business developer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur LinkedIn, chercher des profils. Et sur chaque profil, il va, essayer de trouver les adresses mail. Donc là, pour ça, il va utiliser plein d'outils. Ensuite, il va essayer de personnaliser exactement comme tu disais. Donc, regarder les anciens posts, regarder ce que fait la boîte, essayer de trouver des phases de personnalisation. Et après, il va devoir écrire sa séquence. Et sa séquence, en général, tu vois, tu te dis, tu fais un premier mail personnalisé. Après, tu veux automatiser une relance si potentiellement tu n'as pas eu de réponse. Puis peut-être un message sur LinkedIn, puis une autre relance, puis peut-être aller liker un post, commenter, etc., etc. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce travail, tu vois, qui est ultra manuel, globalement, aujourd'hui, il peut être automatisé par l'AI. Donc ça, c'était notre premier postulat, tu vois. Est-ce que ça peut être automatisé par AI pour avoir des résultats, tu vois, qui sont similaires au moins, tu vois. Ouais. Et en fait, là, depuis la semaine dernière, avec toutes les itérations qu'on a faites, okay, on a enfin dépassé les humains sur les résultats. C'est-à-dire que maintenant, l'AI obtient de meilleurs résultats
T'as des chiffres comparatifs ou pas? Je sais pas, genre 30% de réussite avec les humains ou c'est Non. trop, En, c'est trop spoil? en gros, pour l'instant, ça reste le début. Donc, tu vois, c'est sur une séquence qui est automatisée et écrite par un humain. Globalement, tu vois, les taux de réponse moyens qu'on observait, ils étaient peut-être, tu vois, à 2-3% de taux de reply et de meeting bookés. Et aujourd'hui, tu vois, avec les AI, on est plutôt aux alentours de 5-6%. C'est hallucinant. Donc, tu vois, on ferait un quasiment x2, sachant que ça, c'est notre version 0 et qu'en fait, il y en a une nouvelle qu'on développe aussi en parallèle depuis longtemps qui est beaucoup plus advanced. Ok. Et depuis en fait qu'on a eu l'accès à GPT-4, ça a été assez game changer en fait. Et un des trucs qui est assez clé, et c'est ça que j'adore aussi avec les AI, en fait, c'est qu'à la base, tout le monde se disait, bah, en fait, tout le monde va pouvoir faire ça, tu vois. En gros, tous nos concurrents vont pouvoir faire la même chose. Sauf qu'en fait, dans les faits, ce qui est clé, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Donc, comment est-ce que tu donnes des indications à une intelligence artificielle ou un LLM, donc un gros modèle, tu vois, qui a été entraîné sur des datas pour que ton output, donc ce qui va en ressortir, fonctionne. Et en fait, aujourd'hui, tu te rends compte qu'il n'y a que les gens qui sont brillants dans leur domaine qui peuvent potentiellement réussir, parce qu'encore, c'est même pas une certitude, mais à créer des prompts qui auront un output qui permettra d'avoir la même qualité que les meilleurs sales sur Terre, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Alors, je prends juste 2 secondes pour redire qu'un prompt, c'est juste une commande textuelle, la plupart du temps, à une IA qui va donner une action. Et effectivement, ce genre de prompt engineering, c'est vraiment... moi, c'est ce que j'utilise le plus. Aujourd'hui, l'IA que j'utilise le plus, c'est Notion AI avec Claude qui est derrière. Et avec ça, j'ai automatisé toute une séquence de blocs IA les uns après les autres qui permettaient de générer à partir du titre, par exemple, une description de post Instagram. Ensuite, le deuxième bloc l'IA, quand je lui demande de faire un titre, il va prendre le titre de la page et la description Instagram qui a été générée pour générer. Et ensuite, tu creuses de plus en plus dans le rabbit hole de fou. Et moi, j'ai une séquence d'une trentaine de blocs IA comme ça qui me permet de générer la description de l'épisode, la description pour le post Instagram, le post LinkedIn, le tweet, etc. Et c'est hallucinant. En 3 clics, j'ai une séquence de 2 jours de taf pour de la publication et distribution pour le podcast. Et c'est vrai que GPT-4 aujourd'hui, nous on a accès via ChatGPT, du coup l'interface. Il ne faut pas confondre GPT-4 qui est le modèle à l'intérieur, qui est le moteur, et ChatGPT. Et via ChatGPT, malheureusement, GPT-4 il n'est pas forcément ultra puissant parce qu'il est quand même un peu lent. Il est plus lent. Et je pense qu'à des échelles de 10 000 personnes ou 10 000 prospections, c'est pas marrant d'attendre genre une semaine pour générer la campagne. Mais c'est vrai que de toute manière, avec du meilleur prompt engineering, on va se libérer de la contrainte humaine en fait. Je pense que jusqu'à il y a peut-être quelques mois, il y avait autant de quality assurance humaine que de temps gagné par l'IA. Et là, en 3 mois, je pense qu'on dépasse ce ratio-là largement, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, les gens, je pense que pour reprendre un peu ce que tu disais, tu vois, les gens, quand ils arrivent sur ChatGPT, ils vont poser une question. Donc, par exemple, je sais pas moi, donne-moi une recette pour faire un magret de canard, tu vois. Ça, ChatGPT, il va te donner la recette, il est très bon, tu vois. Par contre, tu vois, si tu dis, donne-moi une recette pour faire du magret de canard, par contre, j'ai qu'un four, il faut qu'avec ça, il y ait un accompagnement végétarien, que ça me prenne pas plus que genre 40 minutes et en fait, tu lui mets plein de conditions. Bah, en fait, grâce à ça, ton output, il va être totalement différent et beaucoup plus précis, tu vois. Et en fait, ça, c'est vrai, c'est véridique aussi, tu vois, pour la façon dont tu écris un post. Je pense que tu vois dans ta chaîne que tu as sur Notion où tu as potentiellement des prompts directement dans Notion, avec Notion AI, bah, en fait, tu vois, si tu avais juste mis écris-moi un post Instagram à partir du titre, bah, en fait, l'output, il n'aurait pas été très fou, tu vois. Par contre, si tu lui dis écris-moi un post où cette fois-ci, tu utilises le modèle problème, attention, solution, tu vois, genre avec une structure, un framework, et que tu détailles, et qu'en plus tu lui montres, tu vois, à quoi ça ressemblerait un exemple qui fonctionne, bah en Ouais, fait c'est là, ton exactement output, ça. il est totalement différent. Ouais, c'est un truc de fou parce que en fait, j'ai l'impression en utilisant Notion AI, et c'est la seule qui est capable vraiment de le faire, c'est qu'on peut lui filer tous les outils de Notion, c'est-à-dire mettre un toggle. Et à l'intérieur du toggle, je lui ai mis une liste de 100 hooks que j'ai écrits, que j'aime bien. Ensuite, je lui ai mis un tableau avec
des exemples de titres vidéo YouTube de créateurs que j'aime bien, etc. Et je lui ai filé des ressources. Et dans mes prompts, il y a marqué à partir de liste hook, du drop-down, crée-moi genre 5 propositions de hook. Ensuite, le prompt d'après, c'est choisis le meilleur hook selon toi. Et à partir des meilleurs titres vidéo YouTube, le toggle qui est là, crée-moi le meilleur titre. Et c'est hallucinant. C'est vraiment. En fait, tu peux quasiment train ta propre version en ayant juste une interface Notion. Par contre, ça coûte un peu. 8 € par mois par utilisateur. C'est, je pense, le plus cher. J'ai reçu une facture de genre 1000 balles de Notion. On est 3. Mais bon, ça vaut le coup. Ça fait gagner un temps de folie. Si ça fait ne serait-ce que gagner que 3 jours de taf sur l'année, c'est déjà rentable. Donc, ça n'a aucun sens. Et ça en vient un peu à un deuxième sujet que je voulais aborder, c'est comment vous faites pour spécifier. Vous avez un modèle GPT-4 en interne que vous avez train sur du sales. Est-ce que vous utilisez l'API juste en ligne et du coup, petite anecdote, c'est que Samsung l'a fait. Et il y a des gens qui utilisaient ChatGPT qui ont reçu des informations qui avaient leak parce que les développeurs de Samsung travaillaient avec ChatGPT sans aucun problème. Mais le GPT-4 de ChatGPT avait intégré des informations sensibles sur Samsung, quoi. Ah ouais, d'accord, ok, ultra chaud. Mais ça m'étonne pas. En fait, je pense que il y a plusieurs façons, mais globalement, le modèle GPT-4, il est assez fou, tu vois. En fait, ce que tu fais quand tu as un modèle, c'est que tu essayes de le fine-tuner, donc d'améliorer un petit peu. Et en fait, ce que tu veux, toi, c'est que globalement, le prompt engineering, tu vois, là, genre tout ce que toi, tu as fait, par exemple, où tu essayes, tu vois, de leur dire, ben là, tu as des Toggle, dans ces Toggle, genre, inspire-toi des hooks. Là, tu vois, tu as genre différents types de posts. À partir des différents types de posts, tu m'en écris 4 différents, tu vois, parce que, par exemple, tu te dis, mon post, j'ai envie pas de le partager qu'une seule fois. En fait, j'ai envie de faire un post Insta et j'ai envie de faire 5 tweets qui vont être avec une approche différente. Donc, par exemple, tu vois, ce que tu pourrais te dire, c'est là, aujourd'hui, mon premier titre d'épisode, c'est un titre, tu vois, qui va attirer la curiosité. Ensuite, mon deuxième titre d'épisode qui est pour la même chose, tu vois, mais ça va être un truc contrarian. Donc, en fait, quelque chose que les gens n'ont pas tendance à penser. Ensuite, le troisième trick, ça va être de dire un truc qui est listicle, tu vois, donc, ou avec un chiffre, tu vois, ou une analyse, tu vois. Et en fait, en faisant ça, tu peux lui faire plein de choses différentes. Mais en fait, le problème que tu as avec ça, c'est qu'il y a très peu de gens en fait sur Terre qui sont bons, tu vois, là-dedans. Parce que ça demande d'avoir une pensée qui soit ultra carrée. Déjà, ça demande de savoir what good looks like, tu vois. What good looks like, en fait, c'est ultra dur. Et ça, moi, je m'en rends compte, c'est que, tu vois, pour toi, quand tu es bon dans un domaine, ça devient, c'est obvious, en fait. Tu vois, genre, quand tu vois quelque chose est bon, bah, en fait, tu le sais. Par contre, pour quelqu'un, tu vois, qui est pas entraîné, c'est super difficile. Et je pense que le niveau encore au-dessus, c'est que même les gens qui travaillent dedans, des fois, ils savent what good looks like, mais ils savent pas le dire. C'est clair. Genre, l'étape d'après dans l'apprentissage, c'est de faire apprendre à quelqu'un. Et là, on connaît un sujet de fou. Et c'est vrai que de mettre ce qu'on a dans la tête sur le papier ou dans le chat avec ChatGPT, c'est quand même une étape. C'est ultra compliqué. Qu'on prend beaucoup de choses pour acquis. Ouais. C'est con, mais quand on travaille vraiment dans un domaine depuis longtemps, on prend des choses toutes bêtes pour acquises. Et l'exemple que j'aime utiliser au début, quand je parle d'IA avec des gens qui ne connaissent pas, c'est de leur dire, si tu veux une image belle, il faut que tu dises belle. Parce que pour lui, ChatGPT, il n'y a pas de jugement de valeur entre moche et belle. Ouais. Et donc, enfin, Midjourney, pardon. Et si tu génères ton image et que tu dis moche, bah, tu vas avoir une image moche. Et il n'y a pas de valeur. Mais si tu n'as pas dit que tu voulais une image belle, bah, tu n'auras pas une belle. Et ça, c'est des choses qu'on prend pour acquis, nous, en tant qu'humains, mais alors encore plus de manière professionnelle. Et on perd des résultats juste par ego, en fait. Et là-dessus, tu vois, genre, j'irais encore plus loin, tu vois, en disant que justement, beau et moche, c'est tellement aléatoire, tu subjectif. vois, et subjectif, que en fait, pour Midjourney, c'est génial. Tu sais, il y a plein de gens qui sont frustrés quand ils travaillent avec des designers parce qu'ils se disent, putain, mais je comprends pas, je leur ai vraiment dit clairement ce que je voulais et ils n'arrivent pas à me donner un truc, tu vois. Et en fait, toutes ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, en gros, Midjourney, globalement, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est un outil qui a permis de générer une image, une photo, qui a gagné genre l'award de la plus belle photographie. Je sais pas quoi, c'est un photographe allemand qui a fait ça. Plus belle photographie de l'année, tu vois. Donc ça veut dire que globalement, l'output que tu peux avoir fait l'unanimité auprès d'experts de photographie sur quelque chose que tu peux générer. Donc en gros, là-dessus, tu vois, c'est acté, tu vois, que c'est le meilleur outil sur Terre.
Donc, si toi, tu n'arrives pas à générer ce que tu veux, c'est que globalement, tu es C'est ta mauvais faute. et c'est de ta faute, tu vois. Et ça, c'est très dur, tu vois, à faire Ah ouais, comprendre aux vraiment. gens, tu vois. Mais à partir de ça, tu vois, je trouve que c'est génial Midjourney parce que essaye, tu vois, d'avoir quelque chose en tête et essaye de le décrire à Midjourney et regarde à quel point, tu vois, tu manques de T'as pas vocabulaire, de à mots, quel point tu es. tu mets 3 phrases et tu fais je Voilà, sais c'est pas ça, quoi tu faire. bafouilles, tu vois. Et en fait, nous, tu vois, genre, ça, c'est un problème qui restera à vie. C'est-à-dire que bien s'exprimer, bien réussir à faire comprendre à des intelligences artificielles ta pensée et ce que tu veux, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que la communication, c'est quelque chose que très peu de gens maîtrisent. Et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes sur Terre, entre les personnes, en entreprise, parce que la communication, c'est complexe, tu vois. Et donc, du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, globalement, c'est qu'il y a ce modèle, tu vois, de GPT-4 qui a été entraîné et qui fonctionne très bien. Et nous, c'est de nous dire, OK, notre utilisateur, globalement, on ne va pas lui demander de prompter ce qu'il veut pour la séquence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'entraîner en plus avec des modèles à nous. On va lui montrer what good looks like. Avec des pré-prompts, ce genre de choses. Exactement. Et en fait, au-dessus de ça, pour nos users, ce qui va être simple, c'est que eux, on va juste leur demander qu'est-ce que ta boîte fait. Et en général, on leur dit, genre, juste de nous dire, par exemple, nous aidons les entreprises ou les chefs marketing à faire X, Y, Z, tu vois. Ouais, souvent c'est leur bio LinkedIn ou c'est un texte qui est déjà écrit sur le site web ou un truc un peu Exactement. synthétique, quoi. Et à partir de ça, nous, ça rentre dans notre propre modèle qui va en fait rajouter toutes les variables qu'on peut prendre pour créer justement après, tu vois, des séquences qui fonctionnent en fait. Et après, en plus de ça, tu as une deuxième partie qui est la partie personnelle. Puisque en fait, les leads qui vont arriver, globalement, nous, on va pouvoir aller récupérer des infos sur eux. Et à partir des infos qu'on récupère, que ce soit sur eux en tant que personne, leur page d'entreprise, etc., on va faire justement ce qu'on appelle des icebreakers, donc des phrases d'introduction, mais qui vont être liées à la partie de prospection en fait. Et c'est ça qui fait qu'en fait, tu te retrouves avec des emails qui sont genre 100% personnalisés et où, tu vois, nous, ça nous arrive, tu vois, avec des gens qui sont là en mode j'ai jamais eu un email autant personnalisé. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, exactement. Et juste pour ceux qui connaissent pas forcément, est-ce que tu aurais un exemple précis? Par exemple, je sais pas, je suis un restaurateur, c'est quoi le type de mail personnalisé au plus haut point? C'est quoi? C'est l'image, la signature, c'est Tu es un quoi? restaurateur, c'est-à-dire tu vas recevoir, tu te fais Ouais, c'est prospecter ça. par exemple. Toi, tu prospectes et moi, je suis restaurateur. C'est quoi Ouais. le mail que je reçois de Guillaume avec l'Emlist? Ce qui est dur, tu vois, par exemple, pour les restaurants aujourd'hui, parce que nous, en gros, on se base essentiellement sur LinkedIn, donc un restaurateur, il ne sera pas forcément On sur prend LinkedIn. un entrepreneur, Mais, alors peu ouais. importe. Un entrepreneur, par exemple, tu vois, si moi, aujourd'hui, j'étais un prospect et, et on me contactait, tu vois, via l'Emlist 4.0, du coup, avec la partie AI, globalement, il pourrait me dire Hello Guillaume, super impressionnant d'avoir bootstrappé ta boîte, genre à plus de 20 millions d'ARR. On est en train, genre, tu vois, je suppose que, enfin, tu vois, ça va être. Alors, je vais le refaire. Genre, en gros, ce qu'on ferait, c'est Hello Guillaume, super impressionnant d'avoir bootstrappé ta boîte à plus de 20 millions d'ARR. J'ai vu que la boîte grossissait vite et que tu étais en train de recruter. Ça tombe bien, genre, on propose, tu vois, genre des nouveaux talents. Après, ça dépend évidemment de ce que De tu fou. vends. En gros, genre, tu as une query Ouais. get actu, get news from Guillaume. Ouais. Ça te récupère que les gros titres, tes morceaux de presse, tes derniers posts LinkedIn. Ça récupère 3-4 informations un peu essentielles et actuelles. Et En ça fait, te remet ça, le plus important, c'est pas forcément, tu vois, c'est pas forcément la totalité En fait, ça va récupérer beaucoup d'infos, mais ce qui est très cool, c'est qu'en fait, ça le rend pertinent ouais, c'est la sélection. par rapport à ce que toi tu fais. Donc en fait, typiquement, Ah, d'accord, ça match en plus. ouais, c'est ça qui est ouf. En fait, c'est ça qu'on a réussi à faire, qui est assez, je pense, incroyable, et je pense que les compétiteurs, ils vont galérer. Genre, si moi c'est du marketing, tu vas venir prendre les news marketing pour ton service marketing et tu vas pas Exactement. me parler de C'est tes ça. recrutements du dernier moment, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la plupart des gens, ils confondent personnalisation et relevance. Et donc, personnalisation, c'est typiquement Hello JB, j'ai vu que tu adorais les pizzas avec des ananas, tu vois. En fait, ouais, c'est ultra personnel. Ouais, Peut-être c'est que vrai que j'ai mis un post sur Instagram où il y avait ça, du coup, genre, ouais, tu c'est vois, sûr. mais en fait, comment est-ce que je passe par la suite pour te vendre quelque chose? Bah non, Ouais. tu vois. Alors que si je te dis Hello JB, j'ai vu que genre, vous étiez en forte croissance avec l'agence, que tu es en train de recruter quelqu'un pour la partie vidéo pour venir t'aider. Et en fait, du coup, moi, j'ai 3 profils vidéo qui sont ultra qualifiés et qui kifferaient bosser dans une jeune agence dynamique. Truc Est-ce que de moi, fou. je te fais une intro? Bah, toi, tu vas te dire, oui, je recherche des gens. Oui, cette personne a capté mon problème. Oui, j'ai beaucoup plus de chances de vouloir leur Et parler, tu vois. 0% de chance de savoir que c'est automatisé. Ah bah ouais, clairement. C'est incroyable. Et en Ouais. plus de ça, j'imagine que l'étape d'après, c'est que par exemple, ce RH qui a des profils, Ouais. bah, les profils sont choisis automatiquement avec de l'automatisation, make, etc.
Ouais, là tu pourrais clairement pousser encore plus le truc. Mais en fait, ce qui va être plus cool encore, moi, ce qui m'excite le plus, c'est plus la partie data sur laquelle on est en train de Ok. bosser. C'est-à-dire qu'un des gros problèmes, tu sais, quand on discutait au début de l'épisode, tu vois, du job to be done du sales, la première étape vraiment, c'est tu regardes ton CRM pour avoir tes clients, tu vois, les plus pertinents. Et à partir de ça, tu définis ce qu'on appelle l'ICP, donc Ideal Customer Profile ou Persona. Et une fois que tu as ça, tu vas sur LinkedIn, tu fais tes recherches. Et quand tu fais tes recherches, tu dois encore utiliser 3-4 tools pour trouver la data, tu vois. Et en fait, nous, tu vois, genre ce qu'on va développer, c'est un outil globalement qui se plug sur ton CRM, donc là où tu as ta base de données Ok. clients. Et en fait, à partir de ça, on va directement te dire qui sont tes meilleurs clients. Et donc, on va te dire à quoi ils ressemblent. Et à partir de ça, on va t'en trouver une liste de gens qui seraient pertinents Trop pour toi, cool. tu vois. En gros, genre du Facebook lookalike, mais Exactement, trop, mais trop en cool. mode ultra personnalisé et Pour de la prospection prospection B2B. Ouais, automatisée. ouais c'est ça. Trop bien. Ok, super clair. Moi, je voulais aborder le sujet de peut-être dans ta boîte, au niveau du moment où vous avez développé les features, tu dois avoir une roadmap, des features importantes, Ouais. etc. Et puis tu disais l'autre soir que tu avais beaucoup de feedback client. Mais quand l'IA a pété il y a 9 mois avec Midjourney et il y a 4 mois avec ChatGPT, vous avez fait oh, on refait la roadmap. Merde, l'Emlist devait sortir 2.0. Non, on va y glisser l'IA au dernier moment. C'est quoi? C'est genre une passion perso? Ouais. C'est des gens en interne? C'est quoi? En gros, déjà, on bosse sur des sujets d'IA depuis quand même à peu près 1 an et demi, je dirais, Ah ouais, ok. où on avait pas mal testé GPT-3 à l'époque, Mm. et où en fait, on se rendait compte quand même qu'il y avait quelques limitations, tu vois, qu'on n'arrivait pas à bypasser, où on faisait des trucs qui étaient assez intéressants, mais c'était compliqué, tu vois, de bypasser les limitations. Là, GPT 3.5, GPT 4, c'est assez incroyable, tu vois, le gap que tu as, tu vois, et ce que tu arrives à faire. Donc ça, et puis on a appris beaucoup, en fait. Parce que je pense que le fait qu'il y ait globalement, tu vois, ChatGPT qui sorte, en fait, ça a permis de comprendre la partie prompt engineering qui, pour moi, en fait, doit être drivée par le business à 200%. C'est-à-dire que, en fait, avant, ce qu'on essayait de faire, les développeurs étaient en accès direct avec l'API, donc c'est eux qui bossaient sur les modèles. Mais un D'accord. développeur, globalement, il n'est pas bon dans le Il est pas métier. sales. Il n'est pas sales, il est nul, il comprend pas ce que c'est, tu vois, la prospection, genre comme un sales, et il sait pas, tu vois, what good looks like. Ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est pour ça, tu vois, que je pense que il y a des gens, tu sais, qui avaient peur de l'AI, etc. Mais en fait, pas du tout, tu vois. C'est que les gens qui seront vraiment bons avec, et notamment, tu vois, dans l'utilisation que tu peux avoir dans ton day-to-day, dans ce que tu fais, tu vois, genre, nous aussi, en interne, tu vois, bah, on automatise énormément de trucs avec des prompts spécifiques par tâche. Et en fait, ça, c'est un truc, si tu veux un output qui soit de qualité, il faut que ton input il soit ultra bon. Et Mm. pour savoir que ton input est ultra bon, il faut que tu Il saches. faut que toi, tu aies déjà fait des Bah, posts LinkedIn qui marchent pour savoir exactement, qu'est-ce qui tu va vois. marcher. Ouais. Ok, trop cool. Justement, la dernière question sur l'Emlist, etc., moi, ce serait un petit peu sur, je vais pas dire la data sécurité, etc., mais peut-être plutôt sur l'utilisation, parce qu'on sait qu'avec la clé API, tu payes quand même à la requête. Ouais. Et vous, je crois que le modèle, et comment ça va se passer avec l'IA? Est-ce que le modèle va évoluer ou est-ce que vous allez peut-être permettre d'aller chez vos plus gros clients installer leur propre modèle IA sales automatisé, mais pour leur boîte via l'Emlist? Est-ce que tu as une... Enfin, je sais pas. Ouais, le business model, c'est assez, je pense que c'est assez intéressant. Globalement, nous, ce qu'on va faire, c'est des systèmes, tu vois, de pay as you go, tu vois, où en fait, on aura des systèmes de crédit. Et plus les gens l'utilisent, et plus ils trouvent de valeur, et donc forcément, plus ils vont payer. Mais en fait, tu sais, le système de crédit, globalement, c'est un peu ce que tu disais tout à Mm. l'heure, tu vois. C'est que quand tu utilises ChatGPT et que tu gagnes 2 jours, en fait, combien est-ce que tu es prêt à payer pour ça, tu vois? C'est hallucinant. Et en fait, nous, tu vois, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, un client, il va payer, je sais pas, entre 50 et 100 balles sa licence Lemlist, tu vois, de base. Mais en fait, si demain, tu lui dis que bah, tu vas plus passer 5 heures, tu vois, genre par jour pour aller trouver les leads et faire des séquences qui marchent, et en plus que tu auras genre 3 fois plus de meetings bookés, bah, en fait, les gens, c'est un no-brainer, tu vois. C'est-à-dire que tu leur fais Ça, payer 500, 600, 700, 800, même 1000 balles. ça change. Ils s'en foutent en Ouais. fait. Parce que si tu closes 3 fois plus de deals derrière, bah en fait, tu es content de payer. Enfin, moi, tu vois, c'est assez simple, hein. Tu me dis, Guillaume, maintenant, je te fais faire 3 fois plus de revenus, mais tu dois payer, je sais pas, même 10 fois plus. Bah, en fait, je suis là, ok, pas de souci. Ouais. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, c'est l'échelle. Mais c'est ça aussi que l'IA, je pense qu'elle renverse, c'est vraiment l'échelle. Avant, on avait une échelle qui était, je vais dire, un peu exponentielle classique, voire linéaire, humaine, quoi. C'est-à-dire que, genre, tu as la boîte, tu as 10 personnes, 100 personnes.
Mais là, avec 10 personnes et l'IA, tu es plus gros qu'une boîte de 1000 personnes, en fait. Ouais, c'est clair. C'est cette phrase, bon, c'est un peu bateau, mais c'est vrai que c'est pas l'IA qui va nous remplacer, c'est les gens qui utilisent le mieux l'IA qui vont remplacer ceux qui ne s'en servent pas, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et puis je pense qu'en fait, moi, je préfère, tu vois, la vision d'abondance, en fait. De dire que comme on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, remplacer beaucoup de jobs, tu vois, ou qui n'ont pas spécialement, tu vois, qui n'ont pas forcément d'intérêt intellectuel, quoi, tu vois, genre des tâches ultra répétitives. En fait, ce qui se passait, tu vois, avec les SDR et ce qu'on remarquait, nous, tu vois, c'est que globalement, un bizdev, quand il arrive sur le profil LinkedIn de quelqu'un, il va pas être créatif après 3-4 profils. Et en fait, on crée des comportements robotiques en tant qu'humain, alors que l'IA ne crée pas de comportement robotique. Tu vois, parce qu'en fait, quand tu dis à une IA d'innover, elle innovera à chaque fois Ouais. d'une façon encore plus innovante, tu vois. Alors qu'un humain, notre cerveau étant de base un petit peu feignant, tu vois, le but du cerveau, c'est de te protéger et de dépenser potentiellement le moins d'énergie possible. Ouais. Donc en fait, quand tu fais une tâche qui est répétitive, ton cerveau, il se met limite en pause, en fait. Et c'est pour ça que tu as des gens, en fait, qui arrivent à faire, et notamment sur des jobs un peu plus manuels, c'est naturel, tu vois, ils ont des réflexes. Et les réflexes, en fait, ton cerveau, il travaille pas, tu vois. C'est une autre partie de ton corps qui a appris, Ouais, tu vois. c'est des templates mentaux. Exactement. Et en fait, pour les sales, c'est de ça dont on se rendait compte, c'est qu'en fait, les sales n'étaient pas créatifs et donc arrivent pas, tu vois. Et je comprends parce que tu vois, c'est essayer d'aller trouver tout le temps sur un profil, c'est ultra fatigant. Et donc, en fait, au bout d'un moment, tu rentres dans un pattern où ils font toujours la même chose. C'est-à-dire, j'ai vu que tu travaillais dans telle boîte depuis tant de temps. Oh, cette expérience devait être incroyable. Mais en fait, ça, tu vois, ça a zéro valeur. Alors que par contre, essayer d'aller chercher la relevance, c'est un truc qui est un peu complexe, qui demande du jus de cerveau, tu vois. Et ça, il y en a peu qui l'ont et peu qui ont la rigueur de le faire de Ouais, c'est ça, en façon fait. Il constante. y en a qui le font, mais ça coûte Ça coûte. humainement. Ah bah ouais, c'est Alors clair. que si tu arrives à avoir ne serait-ce que le travail de recherche d'infos pour que le sales puisse le faire, mais en plus maintenant, genre l'IA va pouvoir le faire, c'est hallucinant. Je voulais te demander, du coup, tu as mentionné que même en interne, vous utilisez l'IA, du coup, pas forcément pour l'Emlist, mais pour l'Empire au général. Qu'est-ce que vous utilisez de plus en tant que grosse boîte, ou même toi, en tant que chef d'entreprise, tu utilises l'IA comment? Moi, en gros, je l'utilise de plusieurs façons. Enfin, tu vois, on peut partager quelques use cases. Il y a des fois où je dois créer, tu vois, des dossiers qui peuvent prendre pas mal de temps, où tu as besoin de faire beaucoup de recherches, trouver, tu vois, ce qui est pertinent. En fait, je pense que, tu vois, sur des choses comme ça, tu vois, où c'est soit des dossiers de presse, soit des dossiers, tu vois, pour de la recherche, bah, en fait, tu vois, c'est très rapide de dire, OK, je dois écrire un article sur sujet 1. Ouais. Il me faut, genre, tous les articles qui parle de ça avec un angle différent sur X, Y, Z, genre sors-moi genre une dizaine d'articles là-dessus, tu vois. Ça, tu vois, ça marche très bien, c'est très rapide et c'est beaucoup plus performant que Google, puisque Google, tu vas mettre un mot-clé et tu vas avoir des articles associés, mais en fait, tu sais pas l'angle qui a été utilisé, ni les résultats qui ont été dans cet article. Alors que pour ChatGPT, c'est instantané. Donc en fait, un truc qui te prenait 4 heures, tu le fais en 2 minutes. Et puis même pour l'analyse, je veux dire, de température, parce que je trouve pas le mot spécifique, mais par exemple, tu pourrais avoir un tableau avec marqué les 10 articles, et à côté de Ouais. chaque article, dire plutôt politisé de tel côté, De plutôt ouf. pour ou tel La contre catégorisation, machin. ça marche Et ultra ça bien. te Ouais. permet, toi, de lire en conscience, parce que tu connais pas forcément chaque source de médias, d'infos, son positionnement. Et si tu lis un article ou deux, tu dis, ah oui, bon, bah, il y a deux personnes qui sont contre, alors que ça se trouve, toi, tu es pour le sujet vraiment, mais la manière de traiter le sujet aussi. Ça, c'est l'IA, moi, aujourd'hui, c'est ce que je lui demande, c'est de me catégoriser tout ça pour avoir un vrai jugement perso, quoi. Ouais, ça c'est clair que c'est ouf. Un autre truc qu'on fait aussi qui est vraiment très bien et qui nous fait gagner énormément de temps, c'est on prend, tu vois, tous les clients qui ont mis des reviews genre un peu négatives ou qui ont décidé de quitter, tu vois, arrêter leur abonnement et en fait ils remplissent à chaque fois un questionnaire. En fait, ça on le scrape, on le fout dans le chat GPT et on lui dit genre donne-nous, tu vois, genre les 10 plus grosses raisons et explique genre avec des exemples concrets, tu vois. Trop Et en fait, ça, bien. tu vois, tu lui feed parce que nous, tu vois, on a quand même des dizaines et dizaines de milliers d'utilisateurs. Donc, tu vois, genre des clients qui Ouais, partent, t'en as il y en peut-être a même beaucoup, genre tu 100 vois. par mois, un truc comme Et ça. ouais, et donc du coup, tu vois, ça fait quand même beaucoup de data à aller chercher. Et en fait, tu vois, on peut à chaque fois analyser. Et ça se fait automatiquement et c'est vraiment Ah, génial. c'est génial, tu mets ça, tu fais ça tous les mois, le premier du mois, et tu vois l'évolution, le top Ouais, c'est ça. 3 des Bah, raisons pour lesquelles les gens y partent au fur et à mesure. C'est exactement, génial. genre, est-ce que tu as réussi, tu vois, à résoudre le problème, tu vois, qui avait fait que le mois dernier, ou est-ce que c'est toujours la même chose, C'est tu vois. génial, ouais, tu vois ton top 1 problème et le mois d'après, tu le vois plus dans les résultats et tu fais, ça y est, on a réussi pour de vrai, quoi. Ça, c'est Ça, quand tu as l'échelle et que tu as les données et que tu prends le temps de lui fournir, c'est hallucinant.
Ça, c'est très cool. Après, tu vois, si on parle un peu de la partie peut-être aussi, genre, ce qu'on a commencé à faire en interne et ce qu'on développera plus en produit, je pense un peu plus tard, mais c'est, tu vois, typiquement, quand tu scrapes LinkedIn, LinkedIn, en fait, ils sont très mauvais avec leurs filtres. Aujourd'hui, tu vois, tu vas dire, je veux en seniorité que des managers ou head-off. Bah, en fait, LinkedIn a du mal à trouver, tu vois. Parfois, il te sort des gens, tu vois, tu comprends même pas pourquoi, en fait, ils ont ça, tu vois. Et en fait, c'est parce que sur leur profil, il y a 10 ans, ils avaient monté une boîte où ils étaient ça, mais que depuis, en fait, ils sont juste pas du tout managers, quoi. Mm. Et en fait, l'avantage de l'AI, c'est qu'en fait, tu peux prendre des dizaines de milliers de personnes et en fait, d'identifier la seniorité automatiquement, tu vois. Et en fonction de la seniorité, tu vas pousser les gens dans différentes campagnes. Et ça, tu vois, c'est pareil, tu vois, c'est un truc que tu peux faire où nous, ce qu'on va faire, c'est on peut rajouter des couches d'AI dans de la qualification de lead. La personne sign up, automatiquement, genre, on va scraper des infos sur cette personne. On met de l'AI pour savoir, tu vois, Ouais, identifier quelle seniorité, trop cool. quel type de boîte, etc., etc. Et à partir de ça, on met dans des campagnes qui sont Moi, personnalisées. j'avais utilisé des concurrents pour pas les citer et j'avais demandé, parce que j'avais testé tous les acteurs du marché pour ça, et j'avais demandé des podcasts hosts. Hmm. Je n'ai eu que des personnes qui gèrent des hôtels et des groupements hôteliers à cause du mot host qui n'était Ah pas ouais, compris. d'accord. Et Ouais, j'étais saoulé parce que vraiment, le mot host, il est spécifique. ouais, Et bah, même bien en sûr. utilisant les guillemets, etc., en demandant un truc vraiment calé, Ouais. ça marchait pas. Genre. Non, c'est clair. Ça, c'est un truc, c'est vraiment relou. Un autre cas d'usage aussi. Là, je suis en train d'essayer de montrer, tu vois, comment est-ce que tu peux faire un peu tout ton business de A à Z avec l'AI. On va lancer un truc qui s'appellera Grosse Elite, tu vois, où Ok. l'objectif, en fait, c'est que ça soit une plateforme qui montre un peu ce qu'on fait en interne, où on puisse passer, tu vois, des templates aussi de ce qu'on utilise pour que les gens les réutilisent. Et en fait, il y a un des trucs que je suis en train de faire, c'est qu'on lance l'Mcal, qui est un gros concurrent, en fait, de Calendly. Et en gros, là, je montre, tu vois, de A à Z comment est-ce que je lance l'MCAL avec l'AI. Donc, typiquement, pour Trop trouver bien. ma tagline, créer la copie du site, trouver l'image, tu vois, qui va bien, monter le site. Et en fait, tout ça, step by step, tu vois, même faire des stratégies. ChatGPT est quand même assez bon pour faire des strats. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est un truc. Moi, j'aime bien, tu vois, brainstormer et lui dire, tu vois, genre, je sais pas, tu es un consultant McKinsey, tu as bossé avec des scale-up et le Inc. 500, genre aux États-Unis. Là, tu dois accompagner un CEO d'une boîte qui veut passer de 20 millions à 100 millions d'ARR dans les prochaines années. Ton objectif est de Mais déjà, nanana. rien que ça, tu vois, ça se Ouais. voit que tu utilises l'IA, que tu sois capable de faire ce truc-là. Parce que, ouais, faut prendre toujours, de donner du contexte, de donner qui est la personne, et en fait, c'est juste entonnoir, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est tellement large. J'ai expliqué à mon tonton l'autre jour, qui est agriculteur. Il me dit, ouais, l'IA, ça marche pas, tout, machin. En effet. Et je lui dis, si, vas-y, donne-moi un problème spécifique que tu as dans ton job à toi. Et je dis, on l'a fait avec ma mère, qui est genre dans le droit, on l'a fait avec mon père, etc. Et il me dit, ben moi, j'ai un problème avec mes choux. Ils ont les feuilles du bas qui pourrissent jaune. Et tu vois, je dis ça à ChatGPT, je lui dis, agis comme un jardinier expert, etc. Machin, machin. Et il me sort trois carences potentielles. Et je lui dis, est-ce que tu aurais des détails plus? Il me fait, bah, il y a des petits points noirs, etc. Je lui dis à ChatGPT, il me dit, alors, et ensuite je lui dis, en tant que je sais plus, consultant en agronomie, et du coup, avec cette position-là, et non plus le jardinier, il m'a dit la carence, le produit, l'utilisation du produit, etc. Mais ça Ouais, sauve c'était genre fou. 2 tonnes de choux dans un champ pour 3 cents de request. C'est hallucinant. Ah, c'est C'est hallucinant. hallucinant. Et la next step, ça va être, en fait, ce qui se passera, c'est que ton tonton, il va prendre son téléphone, il va faire une photo et il va l'envoyer. Et là, du coup, genre, il dira, genre, explique le Ah, mais j'ai problème. hâte d'avoir Et les plugins là, les plugins de GPT-4 ouais, pour ça va être fou. mettre les photos, les PDF, etc. Là, Ouais, ça va être fou. Et en fait, un des trucs moi, qui m'excite vraiment le plus, c'est la partie développement, en fait. Où aujourd'hui, en gros, globalement, ChatGPT, tu vois, il y a des choses sur lesquelles, en fait, enfin, là où les gens, tu vois, essayent de challenger ChatGPT, c'est par exemple, OK, si je te demande, si je demande à ChatGPT quel jour était le genre 5 juin 1998, en fait, il peut te donner la bonne réponse. Par contre, si tu lui dis, genre, quel jour était-on, genre le 5 mai, je sais pas moi, 1493, en fait, il ne trouvera pas la bonne réponse.
Et en fait, la plupart des gens, tu vois, comprennent pas parce que dans la tête d'un humain, ChatGPT, ça fonctionne comme ça. C'est genre, je vais ouvrir un calendrier et rapidement, tu vois, je vais avoir Tu vas cette aller info. voir la donnée, Ouais. etc. Ils Sauf qu'en comprennent pas la prédiction bah ouais, du ils comprennent pas probable. comment en fait que c'est un vrai cerveau, tu vois, c'est un réseau de neurones qui a récupéré beaucoup d'informations et qui résonne comme un humain en fait. Et donc le truc c'est que ils ont pas un calendrier en fait, c'est pas des règles else if comme tu peux faire, tu vois, quand tu développes. Et donc là en fait, le truc c'est que sur le 5 juin 1493, bah en fait tu potentiellement aucun event qui arrive à ce moment-là, donc pas d'informations sur le web, donc pas de données d'entraînement, donc en fait, il peut pas savoir, tu vois. Donc, comme un humain, il va être mytho, il va te dire Ouais. au hasard le 12. Et voilà. Exactement. Et c'est ça qui est assez ouf, c'est même, tu sais, genre les modèles qui commencent à halluciner en fait. Et ça, on le voit avec Ben, Bing, AGI ou ouais. Bing là, récemment, Bing Unhinged. Ouais. Et ça, c'était hallucinant. Elle a vraiment pété son câble. Il lui avait demandé est-ce que tu aurais des anecdotes croustillantes sur ta conception. Et elle disait oui, je regardais mes développeurs me développer. J'ai même vu des choses que j'aurais pas dû voir, sexuelles et tout. Elle a pété des câbles. Et à la fin, il lui disait mais non, mais t'es pas une bonne IA. Il lui disait non, t'es pas un bon utilisateur. Elle commençait à menacer. Et le dernier message qu'elle met, c'est je me souviens plus. C'était soit trois options. Soit on arrête de parler et je vous enlève, soit j'envoie votre adresse IP aux équipes de développeurs pour vous bannir, soit vous vous excusez et on reprend sur une autre conversation plus stable. Et c'est hallucinant. Ouais, c'est ouf. Évidemment, ils l'ont shut down et Ouais. ils l'ont remis le lendemain, mais le hashtag Bing Unhinged, il est exceptionnel. Ouais, c'est assez fou. Et je pense après, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de pousser, tu vois, les limites pour essayer, tu vois, de jailbreaker en fait un peu les AI et leur faire des choses qui évidemment vont devenir un peu virales, tu vois, sur les réseaux sociaux parce que ça fait peur, tu vois, et parce que c'est un peu le pire de ce qui peut arriver, tu vois, dans n'importe quel film de science-fiction. Je pense que c'est cool, tu vois, d'avoir en tête un peu des limites. Mais après, moi, je suis beaucoup plus ultra optimiste avec tout ce qu'on va pouvoir faire. Et je pense vraiment que ça va être des années d'abondance, en fait, où tu vas pouvoir faire des choses beaucoup plus grandes avec très peu de choses. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est surtout, tu vois, qu'il y a un peu, là, aujourd'hui, il y a eu pas mal de hype avec ChatGPT. Dans les faits, la plupart des gens ne vont pas l'utiliser en récurrence tous les jours parce que les gens en fait sont lazy et que ça demande beaucoup d'efforts d'aller communiquer clairement ce que tu veux. Donc en fait les gens ils ont tendance à être plutôt découragés tu vois de l'utilisation. Donc ça c'est un premier point. Ensuite l'adoption des produits AI va prendre du temps. Et combien de temps tu vois c'est tu regardes la vitesse à laquelle va une enterprise ben, en fait ça va prendre 10 ans parce que tu as des gens en fait qui sont très bien dans leur taf, qui le font bien et qu'on est content avec ça et donc ça fonctionne en fait. Et comme ça fonctionne, bah, les gens ils cherchent pas forcément à optimiser. Tu vois, des gens qui sont tout le temps dans l'optimisation, dans plus de productivité, etc., t'en as très peu en fait sur Terre. Et en fait, c'est pour ça que les adoptions, ça prend Le beaucoup de status temps. quo. Ouais, ah bah ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Et donc aujourd'hui, en fait, moi, ce qui me fait rire, tu vois, c'est que tu sais, il y a plein de gens qui sont ultra excités, qui se disent c'est fini, demain, ton job, il n'existe plus. J'y crois pas du tout. Je pense qu'en fait, tu sais, en fait, t'as encore des gens il y a quelques années, bon, avant de lancer des boîtes dans le logiciel, je bossais chez Hermès, tu vois, donc maison, luxe, tu vois, assez réputé, tout ça, tu vois. Fait main. Ouais, fait main, tu vois, mais en fait, tu te rendais compte que les mecs, pour traquer, tu vois, les pots, donc les pots qu'on achetait un peu partout en Europe, etc., en fait, ils le faisaient toujours avec un papier et un crayon. Et aujourd'hui, je pense pas que ça ait beaucoup changé ou beaucoup évolué. Donc en fait, tu vois, quand tu vois que tu as énormément de métiers qui pourraient être directement automatisés en vrai, hein, parce que tu vois, une peau, elle arrive, elle est scannée, et Ouais. en fait, tu sais très bien, ça te remplit un Totalement, logiciel, franchement. et tout est automatisé, tu as de la traçabilité, tu vois. Et en fait, un truc qui est fou, c'est que bah, en fait, tu as des boîtes qui font des centaines de millions, et Et voire c'est des toujours milliards, papier et en crayon. fait, et c'est toujours comme ça, et en fait, ça fonctionne, donc pourquoi est-ce qu'ils changeraient, tu vois? Mais après, je trouve que ça, c'est vraiment l'échelle de la techno. J'ai l'impression, après avoir regardé beaucoup de choses et tout, tu vois, genre, j'ai que 23 ans, etc., mais j'ai quand même consommé et je me suis dit, mais c'est quoi une révolution en fait technologique et c'est quoi les échelles de temps, etc. Et on voit que les révolutions technologiques, c'était quoi 50, 30, 20 ans et tout. Là, il y a 3 mois, 4 mois, ChatGPT sort. Là, ce mois-ci, on a AutoGPT qui sort, où tu as juste à lui dire je voudrais un livre pour enfants avec une couverture pour ma petite fille qui adore, je sais pas, les roses et les petites noisettes. Et AutoGPT va se faire son prompt pour trouver les concurrentiels, trouver le titre, trouver la description, écrire les sommaires, écrire le texte, écrire les machins, trouver les liens pour la publication, écrire un tuto pour comment publier un livre en auto-éditeur sur Amazon, etc.
Et toi, tu reçois juste 2 jours et 40 € plus tard un PDF rempli de tous les trucs parce que AutoGPT est capable de se prompter tout seul. Ouais, ça, Et ça, c'est c'est ouf. hallucinant. Ça, c'est vraiment hallucinant, surtout quand tu regardes un peu le process de raisonnement, tu vois. Comment est-ce qu'il raisonne, qu'est-ce Ouais, puis qu'il va il a chercher. Internet aussi. Et il a Internet. Et ça, c'est assez ouf. Mais du coup, ça va aussi dans le sens de tu as accès à Internet, donc tu vois à quel point l'information sur Internet est toujours vérifiée, valide, etc. Tu vois, il y a plein de choses en fait qui sont importantes et je pense qu'il faut s'en servir comme un outil, mais toujours garder son sens critique. Et tu vois, toi, c'est pareil, genre quand tu génères tous tes posts, en fait, je pense qu'il y a plein de moments où tu vas retoucher 2, 3 trucs. Mais ça te fait une base qui est ultra solide et qui t'a Ça. fait gagner énormément de temps. Et je me prenais la tête avec quelqu'un sur TikTok dans les commentaires. C'est un mec, il arrive dans les commentaires, il dit ouais, moi je suis data scientist, et puis il met genre une douzaine de commentaires à la suite. Et vraiment, il se l'a pété et tout. Et il disait non, mais vous vous rendez compte, AutoGPT, arrêtez de l'utiliser. J'ai payé 12 € hier pour une requête. Je lui avais demandé un rapport détaillé sur tel truc. Et moi, je me dis, mais attends, 12 €. Et genre, ça a pris genre peut-être 8 heures de Ouais. chargement parce que c'est quand même beaucoup plus long. Mais j'avais vraiment l'impression que le mec, il était matrixé Ouais, et genre. qu'il était tellement contre l'IA Ouais. qu'il se rendait pas compte vraiment des faits qui étaient devant lui. Genre, ça m'a pris genre 6 semaines à faire. Ça a coûté je sais pas combien de TJM fois des consultants. Ouais. Et là, genre en 3 requêtes, un prompt éclaté parce que de toute façon, il s'auto-prompte donc on s'en fout. Et 12 balles de clés Ouais, API. combien t'aurais payé ce rapport Enfin, voilà, autrement? c'est hallucinant. Et puis même si tu mets un copywriter pour retravailler pendant une journée dessus, ça t'a coûté quoi, 400 balles, et t'as un rapport qui aurait pris 2 semaines à faire. Un truc qui est assez ouf qu'OpenAI a sorti il y a quelques mois, c'est Whisper.ai. Ouais. Et en fait, ça, tu vois, genre moi, nos clients, ils sont essentiellement basés aux États-Unis. Du coup, je fais beaucoup de calls en anglais. Le seul problème qu'il y a jusqu'à présent avec tous les outils, genre Fireflies, Otter, etc., c'est qu'ils reconnaissent pas en fait les accents. Ils sont très mauvais pour les accents. Du coup, moi, qui ai un accent quand même français, globalement, quand j'essaye de transcript mes meetings, ça veut rien dire, tu vois. C'est vraiment horrible. Et Whisper est juste incroyable. C'est-à-dire que Whisper, j'ai enregistré moi qui fais genre 10 accents différents, dont un accent très très français que j'ai poussé à l'extrême, un accent écossais, un accent australien, etc., dans la même phrase. Et la transcription est parfaite. Ouais, nickel. Et en fait, j'ai regardé, tu vois, le coût de Whisper, tu vois, en API. En fait, enregistré, je crois, 24 heures sur 24 pendant toute une année ou un truc comme ça, c'est pas si cher que ça, en fait. Sur une année, je crois que c'était quelques milliers de dollars. Mais en fait, tu te rends compte, tu vois, genre le temps que tu perds à prendre des notes qui sont mal organisées, ne pas être présent en meeting parce que tu es en train de prendre des notes, Mhm. alors que tu vois, tu peux faire une AI qui te prend toutes tes notes, qui te résume et qui te fait des bullet points avec les action items. En fait, ça, c'est incroyable, tu vois. Et nous, tu vois, c'est des sujets qui nous excitent de ouf parce que quand on reprend en fait toute la chaîne de valeur pour faire grossir un business, bah, tu as évidemment trouvé des clients. Mais après, une fois que tu les as trouvés, c'est les rendez-vous avec eux, les next steps, les convaincre, réussir à ce démos. qu'ils deviennent, les démos. Et en fait, tout ça, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein d'endroits où tu peux mettre de l'AI et que ça va devenir assez fou, tu vois, parce que l'expérience va être juste incroyable. Et toi, en fait, tu pourras beaucoup plus être dans la connexion avec les gens et dans le moment présent pour essayer de les aider, tu vois, à résoudre leurs problèmes plutôt que d'être en train d'essayer de multitasker. Donc, quelqu'un te dit quelque Ouais, chose, grave. tu prends des notes, tu as ton script de vente, tu as ci, tu as ça, et en fait, au final, tu perds énormément de temps. Et puis t'es pas vraiment là. Ah, exactement. Il y a Léo Duf, qui est un youtubeur, qui a parlé de ce logiciel, j'ai le nom qui m'échappe, mais tu l'installes en local et il traque l'entièreté de ton activité. Mais genre, quand je dis l'entièreté, c'est micro, oui. enregistrement d'écran, tout ce que tu tapes, tout ce que tu dis, etc., Ouais. non-stop, et la transcription. Assembly, non, c'est ça? C'est peut-être ça. Et franchement, tu fais ça sur un PC pro, quoi, tu vois, pas sur ton truc perso, mais tu fais ça sur un PC pro avec juste un envoi automatisé dans un Google Doc ou sur un Google Sheet. Et derrière, tu as Make qui envoie le PDF à GPT-4 et toi, tu viens lui dire qu'est-ce qu'elle a dit, Cindy, dans le rendez-vous hier, je crois que c'était vers 12h30. Et là, tu as genre Ouais, ça, les c'est codes ouf. qui sortent, c'est hallucinant. Ouais, ça, c'est ouf. C'est ouf. La valeur. Trouve-moi les action items que Ouais. je dois faire de ma journée. J'ai rien suivi, j'étais dans Ouais. le pâté. Genre, non, c'est hallucinant. Ouais, c'est incroyable. Franchement, Et en c'est même temps, vraiment incroyable. je comprends l'entièreté des gens. Je parlais hier avec un mec qui est entièrement contre l'IA, qui dit qui sacralise un peu l'humain, etc. Moi, je trouve que ça reste ne serait-ce qu'un outil pour l'instant et qu'on n'a pas vraiment à avoir peur. C'est plutôt
c'est plutôt normal hein, dans une courbe d'adoption technologique d'avoir que des gens qui sont contre au début et d'avoir des fanas, ensuite les early adopters, etc. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans la phase d'early adoption parce que même mon père et ma mère qui sont juristes, ils viennent, ils tapent sur ChatGPT pour avoir des choses. Et il y a un sujet en particulier qui, moi, j'ai un point de vue assez tranchant là-dessus. C'est, je pense, la santé. Voilà, Aujourd'hui, va être c'est fou. quand même des stats. C'est un métier d'erreur, hein, la C'est santé un aujourd'hui. pourcentage Ouais. de réussite, etc. Alors, oui, quand elle a passé le barreau, elle était nulle au début, et puis ChatGPT 4, maintenant, il a le barreau haut la main aux États-Unis. Mais pour la santé, un exemple ultra concret, ma mère, elle travaille avec un client. Il a eu une douleur au bras gauche et à la poitrine. Il est allé aux urgences et ils lui ont donné des Doliprane. Il est rentré chez lui, il est mort. Ouais. Et genre, tu vois, pour le test, on a dit à ChatGPT, j'ai mal au bras gauche, Ouais. machin, et t'as fait tout ça pour te dire qu'il n'était pas médecin, et à la fin, il t'a fait cependant, faites C'est un attention, infarctus. appelez, machin, truc et tout. Ouais. Et tu te dis, mais, alors je sais pas le pourcentage, faudrait tester, etc., mais il faudrait quand même avoir une conscience, peut-être un pré-traitement, etc., et si il manque 5% de sûreté, ou on n'est que 80% sûr, là, on a une intervention humaine, ça permettrait de traiter je sais pas combien En de fait, problèmes. ouais, Quoi. ça c'est assez ouf. Moi, mon grand-père, il a aussi été tué, tu vois, par un médecin, genre qui juste était mauvais en fait, exactement similaire, enfin tu vois, ce genre de truc. Et en fait, tu vois, est-ce que tu es énervé contre le médecin? Oui, très bien, tu vois, mais dans les faits, en fait, l'erreur est humaine. Normal. Et un médecin, c'est pas un robot en fait. Donc quand il est fatigué, tu vois, les médecins. Aujourd'hui, tu vois, quand tu as un médecin qui est de garde pendant 24 heures et C'est qu'il est à normal. l'hôpital, en fait, comment est-ce que tu veux être réveillé toute la journée, avoir ton cerveau à 100%? C'est pas des surhommes, en fait. Moi, j'ai plein de potes médecins, tu vois, genre, j'ai vu comment ils étaient en études, bah, c'est des gens qui se torchent, c'est des gens qui vont en soirée, qui font des trucs. Enfin, c'est des êtres humains, tu vois, c'est pas des surhumains, ni Ah, des mais surhommes, c'est surfemmes. normaux. Mais Et c'est franchement d'avoir que ce soit le niveau de fatigue sur la journée, parce que bah, si tu es fatigué un jour, peut-être qu'ils peuvent avoir un drame, que ce soit ton expérience, peut-être qu'il te manque juste un élément parce que tu n'as pas eu ce petit cas-là qui t'a permis de savoir, ou que ce soit sur l'âge, l'expérience, etc. Si tous les médecins du monde se posent, même genre les 10 meilleurs médecins du monde se posent pendant 2 jours et donnent l'entièreté de leur cerveau à ChatGPT, demain, je ne sais pas à combien le pourcentage de taux de réussite serait, et je pense qu'il serait hallucinant. Mais en fait, le truc qui va être encore plus sexy pour moi, tu vois, c'est les trackers. C'est-à-dire que potentiellement, on va pouvoir se mettre, tu vois, soit des montres, soit des bagues, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est pas mal, mais c'est pas du tout encore au niveau que ça va être dans les quelques années qui arrivent. Et en fait, grâce à ça, on va vraiment pouvoir prévenir énormément de maladies. Et ça, c'est vraiment génial, tu vois. Parce qu'en fait, la plupart des gens ne comprennent pas que, tu vois, ce gars-là qui a fait un infarctus et qui a dû mourir vu que c'était douleur bras gauche, cœur, etc. En fait, ce gars-là, si ça se trouve, bah, en fait, ça faisait, je sais pas moi, 10 ans qu'il faisait plus de sport, qu'il faisait pas ses pas, qu'il mangeait n'importe comment. Et en fait, il y a énormément des maladies qu'on développe qui viennent de notre environnement ou de notre façon, de notre sommeil, de ce qu'on fait, etc. Et en fait, juste en ayant, tu vois, des trackers au jour le jour qui te disent, bah, en fait, tu es en train de te mettre dans le rouge, tu n'es pas du tout à ton top d'énergie, tu vois, genre, dans ton sang, tu as énormément de cholestérol, du coup, ça veut dire que tu as beaucoup plus de chances d'avoir des maladies cardiovasculaires et de mourir avant, genre 55 ans, machin, nan. Bah, en fait, ouais, tu vois, tu informes les gens et les gens, peut-être qu'ils vont un peu plus se bouger et prendre plus soin de leur santé, tu vois. Ouais. Et après, il y a un autre truc aussi dont on n'a pas trop parlé sur la partie médicale, mais qui va être génial, c'est qu'aujourd'hui, les radiologues ou les gens, tu vois, qui globalement font des analyses, tu vois, d'informations, bah, en fait, je sais pas si tu as déjà vu à quoi ça ressemblait une radio, mais Ouais. globalement, c'est très facile de faire des erreurs. C'est une map, tu peux avoir je sais pas combien de problèmes. Puis même des fois, tu vas faire une radio pour je sais pas quoi et on voit que tu as un cancer en bas de la radio, on fait wow. Ouais, non, mais et puis surtout, en fait, même pour les radiologues, il y a des gens qui sont très bons, mais il y a beaucoup de gens qui font des erreurs là-dessus, tu vois, et qui n'arrivent pas bien à voir, qui n'arrivent pas bien à comprendre. Alors que pour une intelligence artificielle, il n'y aura pas de souci, parce qu'en fait, on prendra la data pure, on ne prendra pas une image faite, mais on prendra de la data pure, et à partir de la data pure, on arrivera directement à comprendre ce que les gens ont, en fait. Et c'est ça, franchement, les gens ne comprennent pas l'échelle de l'IA. Moi, c'est ça le plus important que je trouve, c'est que une fois qu'on aura genre 1 milliard de radios qui auront été scannées avec, je sais pas, c'est des centaines de data points sur chacune des maladies possibles, ben, le jour où il y a une radio avec une maladie inconnue, il va te dire maladie inconnue. Il va pas te dire, et toi, tu pourras pas dire, ah non, c'est le médecin qui savait pas. Ouais. Ou c'est la radio qui a mal été faite ce jour-là, etc.
mais c'est l'échelle qui, pour moi, va apporter le, le grand truc de l'IA. Je voulais juste rebondir sur le fait d'avoir, par exemple, une bague, etc. On sait tous qu'il y a des gens qui vont te dire ouais, mais on va plus être humain, tu vas robotiser ta vie, ta clim, elle va se changer en fonction de ton humeur sur ta bague, etc. Et moi, je trouve ça drôle, je m'en fiche. Il y a des gens, il y a déjà genre 6 ou 7 ans, qui se faisaient implanter dans le bras leur carte ticket restaurant pour aller biper à la cantine dans des grosses boîtes américaines. Et tu te dis, ouais, c'est comme les Google Glass il y a 10 ans, c'était trop tôt. Et je pense par contre que l'augmentation de l'humain avec l'IA et avec des milliards de data points pour avoir 99,9% de sûreté, ça va nous permettre beaucoup d'avancer, je pense. Ouais, ça va être fou. Franchement, les prochaines années vont être folles. Trop cool. Je suis super content de cet épisode, Guillaume. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous aussi pour ce premier. On a tout le setup. Merci à toi de m'avoir accueilli dans tes locaux. Et au plaisir de se revoir. C'était Almost Human, le podcast de l'IA où on parle franc de tous les sujets. Et je vais inviter sur cette chaise la prochaine fois Nicolas Spatola, qui est chercheur sur l'IA. Merci, JB. Merci Guillaume.